On est dans le 19e siècle de l'autopsie. On n'est plus dans le juridique là aujourd'hui. L'affaire a été jugée, on est quasiment dans l'historique. Et ce qui est effrayant dans ce dossier, c'est que la mort a engendré la mort. Toute notre génération, on a grandi avec la photo du petit Grégory. C'est une famille compliquée. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Elle est une affaire non pas de petits juges, mais de petits nombrils de juges. Ce 16 octobre 1984, la monotonie des choses de la vie encadre le petit village de l'Épange. Les choses sont en place, on a l'impression depuis toujours, et on a le sentiment qu'en dehors des saisons, rien, mais alors rien ne peut venir troubler cette monotonie. À 16h30, la nourrice du petit Grégory Villemain, un joli bambin blond, le récupère à la sortie de l'école. À 16h50, sa mère, Christine Villemain, passe le prendre. La mère et l'enfant se rendent au domicile. 2 témoins voient bien sa voiture monter, prendre la rue qui amène à son domicile, même si ces témoins disent qu'ils n'ont pas vu l'enfant qui était assis évidemment devant dans la voiture et qu'on ne voit pas. En tout cas, Christine est bien dans cette voiture qui remonte chez elle et il n'y a pas de doute à avoir sur le fait que Grégory est avec elle. Christine Villemain a du repassage à faire, elle installe la table de repassage, elle ouvre le poste et elle écoute de la musique. Ils sont en train de faire des travaux dans la maison. Donc il y a un chantier, il y a un tas de sable qui plaît beaucoup à l'enfant. Grégory demande à rester jouer dehors. Elle le laisse pendant quelques temps. L'enfant joue dans le jardin. Elle lui a donné une pomme à manger et elle lui a mis sur la tête pour qu'il ne prenne pas froid. Petite précaution touchante de mère, un bonnet. Le fait est que sa maison est fermée, c'est-à-dire que ses volets qui sont fermés toute la journée, elle ne juge pas utile de les ouvrir pour une dizaine de minutes. À 17h15, très précise, elle sort pour voir comment va l'enfant, ce qu'il fait, et là, elle ne le voit plus. Donc elle part à sa recherche, elle va contacter les voisins, elle récupère sa voiture, elle retourne chez la nourrice pour savoir s'il n'est pas là. Pendant 20 minutes au moins, pendant que son fils disparaît, elle-même est invisible. Voilà. Un coup de téléphone de sa belle-mère retentit. Et nous avons à 17h30, ce coup de téléphone, 17h32 exactement. Elle décroche et là, elle apprend qu'un coup de fil anonyme vient de revendiquer l'assassinat de Grégory, son enlèvement et son assassinat. À 17h45, très exactement, la brigade de gendarmerie est prévue. Les gendarmes de Bruyères sont alertés très tôt, dès 18h, un peu avant 18h, qu'un enfant a disparu. Ils se portent tout de suite au domicile des parents, ils commencent les recherches. On a fait des recherches autour de la maison, à l'intérieur de la maison. Une équipe des pompiers sont arrivés, des renforts gendarmerie. Ça n'a rien donné, jusqu'à la nuit. Un enfant de 4 ans, aimé par ses parents, choyé, vient de disparaître. Depuis de longs mois, plane au-dessus de cette famille le vol noir des corbeaux. Eh bien, le corbeau, il apparaît au cours de l'été 1981, quand le téléphone est installé chez les parents Villemain, les parents et les grands-parents. D'abord, des coups de téléphone silencieux apparaissent, et puis après, nous avons des musiques, puis des paroles qui sont données. Et nous avons, de manière exponentielle, de 1981 à la fin de l'année 1982,
nous avons un déferlement de coups de téléphone, des centaines de coups de téléphone anonymes qui sont donnés entre les membres de la famille Villemain au sens large, avec toutes les pièces rapportées de la famille. Ils ont dérapé dans un comportement qu'on ne peut pas appeler autrement que psychiatrique. Une voix d'homme rauque, une voix de femme ne cesse de multiplier les appels anonymes. Il y a deux corbeaux majeurs qui apparaissent. Il y a dans la famille, ce que la famille appelle l'homme à la voix rauque. D'un côté, la voix rauque s'en prend au petit chef. C'est celui qui intervient à l'intérieur de la famille, qui insulte, qui menace, qui raconte des histoires anciennes de famille, etc. Et nous avons d'autre part un deuxième corbeau qui a une voix féminine qui intervient à l'extérieur. La voix de la femme, elle, multiplie les inventions morbides, funéraires, angoissantes. Ce sont les pompiers, ce sont les médecins, ce sont les entreprises des pompes funèbres qui sont dirigées vers la famille Villemain, vers le père et la mère. Nous avons une certitude qu'on n'a pas voulu explorer, c'est qu'il avait un complice. Une complice plutôt. Moi, j'ai toujours pensé que le corbeau, qui avait une grande imagination, avait fabriqué une histoire de telle façon à faire croire qu'il y avait deux personnes, deux sortes d'écriture, une en capitale, une en script. Et la procureure générale de Dijon, Hélène Magliano, a écrit dans son dernier rapport qu'il ne fait aucun doute qu'il y a un corbeau. C'est une famille compliquée. Les parents s'appellent Monique et Albert. 53 ans, 52 ans. Ils ont eu 6 enfants. Parmi ces enfants, il y a un garçon, Jackie, qui n'est pas le fils d'Albert, le père des autres enfants. Il est en quelque sorte, et on ne cessera de l'appeler de cette manière, le bâtard. Chaque fois que le corbeau va s'exprimer, il demandera qu'on traite bien le bâtard, qu'on le traite mieux. C'est un indice parmi tant d'autres. Tout ce que l'on sait, c'est que pendant des mois et des mois, jusqu'à ce que la gendarmerie décide enfin de mettre le téléphone sur écoute, le corbeau, mâle et femelle, va sans cesse persécuter par téléphone cette famille en la menaçant, en l'inquiétant, en l'angoissant. Les coups de téléphone anonymes disparaissent au début de l'année 83. Et puis apparaissent à ce moment-là des lettres anonymes. Il y a 3 lettres successives qui sont postées. La première est mise dans les volets des parents de Grégory, et les 2 autres sont adressées chez les grands-parents Albert et Monique Villemain, donc à Aumonzé où ils habitent. Faut-il chercher la raison dans l'existence du bâtard, ou bien faut-il chercher plutôt la raison de ces appels morbides, noirs comme les nuits de la Vologne, dans la haine et la jalousie? C'est que Jean-Marie Villemain, dans cette famille, a réussi une percée sociale inattendue. Après un labeur personnel remarquable, il va réussir à décrocher le poste de contremaître et à devenir un chef. L'anonymographe, le corbeau, les corbeaux ne vont pas pardonner à cet homme-là sa réussite. En tout, rendez-vous compte, il y a eu 1000 appels, dont 800 ont été adressés directement à Monique et à Albert. C'est-à-dire qu'on a eu affaire à une véritable folie. Le nœud de l'affaire, c'est une conversation que moi je qualifie de psychiatrique entre Jean-Marie Villemain et l'assassin, dans lequel il lui a dit « je te hais », Villemain a dit « je t'emmerde », etc. Ils se sont insultés
Et l'assassin lui a dit « Tu as une jolie femme, je vais te la prendre, tu as une jolie situation, je vais te faire rayer, tu as une jolie maison, je vais la faire brûler. » Et chaque fois, Jean-Marie Villemin lui a dit « Non, ça, d'abord tu ne pourras pas le faire, mais si tu pouvais le faire, ça ne serait pas le drame absolu pour moi. » Et puis Jean-Marie Villemin a eu, pourquoi on ne sait pas, le mot maladroit en disant, quand il lui a dit « J'emmerderai ton gosse », Jean-Marie Villemin lui a dit « Si tu touches un cheveu de mon gosse, je jure que je te tuerai. » C'est vraiment la chronique d'une vengeance annoncée. Il a provoqué un pervers.